Je dirais qu'il est historique, il est même révolutionnaire, car les Émiratis n'ont pas acheté n'importe quel club ici en Israël, puisque le Beitar Jérusalem, vous l'avez dit, Michael, a une réputation sulfureuse de par ses supporters et notamment son groupe de supporters, les Ultras de la Familia. Eh bien voilà, il est 8h40 sur Studio Kalita. Nous poursuivons cette heure d'actualité avec Michael Blum. Michael Blum qui est dans notre studio. Bonjour Michael, Boker Tov. Boker Tov Daniel. Alors ce matin, nous allons parler football. Nous allons parler de ce rachat tout à fait étonnant, stupéfiant du club de Beitar Yerushalayim, au moins de 50% du club de Beitar Yerushalayim par un des émirs des Émirats Arabes Unis, Hamed Ben Khalifa, qui fait partie de la famille royale. Et nous allons parler avec votre invité, qui est un ami connu et proche, Jonathan Serrero, qui est un expert du ballon rond. Voilà, Boker Tov, donc on a Jonathan en ligne. Alors Jonathan, vous êtes donc journaliste, expert à la fois de sport et de politique. Et donc, on voudrait analyser avec vous cet accord historique. Alors, on a parlé depuis les accords de normalisation. Il y a des accords signés dans tous les domaines, dans le commerce, dans l'agriculture. On a vu des allers-retours entre Israéliens et Émiratis entre les deux pays. Mais là, c'est le Beitar Yerushalayim, un club de sport avec une réputation parfois sulfureuse, en tout cas ses supporters. Alors, Jonathan, comment vous analysez cet accord? À quel point il est historique? Je dirais qu'il est historique, il est même révolutionnaire, car les Émiratis n'ont pas acheté n'importe quel club ici en Israël, puisque le Beitar Jérusalem, vous l'avez dit, Michael, a une réputation sulfureuse de par ses supporters et notamment son groupe de supporters, les Ultras de la Familia, qui s'était distingué et qui s'est distingué par le passé par des chants hostiles au secteur arabe israélien, par un refus même de voir des joueurs d'origine musulmane signés dans son club. Nous sommes en 2013, il y a 2 joueurs d'origine tchétchène qui signent au club du Beitar Jérusalem et se déroulent des manifestations violentes au centre d'entraînement de Beit Vagan du côté du Beitar Jérusalem pour annuler tout simplement la signature de ces 2 joueurs. Pas plus tard même que cet été, un joueur nommé Ali Mohammad qui est d'origine nigérienne et d'origine chrétienne, mais avec un nom à consonance musulmane, et cela a provoqué, je dirais, la fureur des supporters de la Familia, qui sont allés jusqu'à manifester encore du côté du centre d'entraînement du Beitar Jérusalem. Et il y a aussi ces déclarations de Moshe Krogek, qui avait promis la signature à son arrivée en 2018, la signature de 6 joueurs arabes israéliens. Et là aussi, la Familia s'était distinguée par des rassemblements hostiles du côté de Beit Vagan. Alors, Moshe Krogek, vous en parlez, c'est l'actuel patron du Beitar. Comment il est arrivé à cet accord? Et donc, on peut être surpris justement que si les Émiratis, en tout cas cet émir dont le fils apparemment est passionné de football, décide de racheter des parts d'un club israélien, pourquoi choisir justement le Beitar? C'est comme s'attirer des ennuis immédiatement. Pourquoi pas avoir choisi Hapoel Be'er-Sheva ou Maccabi Tel Aviv? Eh bien, figurez-vous, Michael, qu'au dernier moment, l'Hapoel Tel Aviv a tenté de torpiller l'accord qui s'était donc noué et conclu même entre Moshe Krogek et le fils du Premier ministre émirati, Hamad Ben Khalifa. Il faut savoir aussi que le Beitar Jérusalem est lié à la droite israélienne, que Moshe Krogek aussi ne se cache pas d'être un sympathisant du Likoud, d'être un homme de droite. Il l'a encore déclaré dans son message posté sur Facebook il y a 2 jours pour répondre notamment au groupe de supporters La Familia. Il faut savoir aussi que Moshe Krogek détient certaines parts et certaines
participation dans des sociétés du côté des Émirats Arabes Unis et qu'il bénéficie donc de liens étroits avec certaines familles richissimes du côté du Golfe Persique et du côté des Émirats Arabes Unis. Il y a eu aussi ces déclarations dont je vous parlais précédemment, ces déclarations où Moshe Khogeg déclarait promettre l'arrivée de 6 joueurs arabes israéliens. Le fait que cette opération financière puisse se conclure n'est pas dû au hasard. Je rappelle tout le temps en 2011 lorsque le Qatar rachète le Paris Saint-Germain. Avant cela, Robin Leproux, l'ancien président du Paris Saint-Germain, vide de ses supporters les plus hostiles le Parc des Princes. Et là, le Qatar trouve dans cette solution, dans cette prise de décision, les conditions favorables pour venir racheter le Paris Saint-Germain. Et donc, avec cette promesse de Moshe Khogeg d'écarter le racisme et la xénophobie des tribunes du stade Teddy, ont fait que certains investisseurs, notamment du Golfe Persique, qui avaient déjà l'ambition de venir mettre quelques deniers dans le football israélien, se sont dit que peut-être il fallait désormais peut-être investir dans le football israélien. Bien évidemment, les accords Abraham et la normalisation en cours entre Israël et les pays du Golfe Persique ont facilité aussi les choses. Est-ce qu'on peut s'attendre, Jonathan, à d'autres rachats, à d'autres accords avec les Émirats Arabes Unis ? Israël a signé avec le Bahreïn. Quel est l'intérêt de ces pays qui ne sont pas particulièrement connus pour leur qualité sportive, on va dire? Les clubs de football émiratis ne sont pas très connus, ni ceux du Bahreïn. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que demain, on verra des drapeaux émiratis sur les stades israéliens? Est-ce que c'est qu'un début? Il y a déjà le club de Bnei Sakhnin, qui est un club tout de même arabe israélien, mais qui entretient des liens étroits avec le Qatar, puisque le stade du Bnei Sakhnin, d'ailleurs il y a un match ce week-end entre le Beitar Jérusalem et Bnei Sakhnin. Cela va être assez intéressant à regarder. Il y a déjà des liens étroits. On a vu que la Poel Tel Aviv tentait aussi de torpiller cette transaction entre le Beitar et les Émirats, mais il y a aussi un intérêt pour ces pays, ces investisseurs émiratis ou même de Bahreïn ou même pourquoi pas dans l'avenir du côté de l'Arabie Saoudite. Il y a un intérêt aussi de développer les relations avec le secteur arabe. Et vous le savez, Mickaël, vous le savez aussi, Daniel. Aujourd'hui, il y a un pont peut-être à créer entre le secteur arabe, le développement aussi éducatif du secteur arabe et les pays du Golfe, et cela, un homme comme Mansour Abbas l'a très bien compris. Et c'est d'ailleurs aussi l'intérêt de cet accord, de ce rachat à parts égales du Beitar Jérusalem, c'est de développer aussi les académies de football, les centres de formation, pourquoi pas faire des échanges entre certains jeunes joueurs du côté des Émirats et certains jeunes joueurs du côté des clubs israéliens, des jeunes juifs qui, pourquoi pas, iraient jouer du côté de Dubaï, ou certains jeunes émiratis qui viendraient du côté de Beit Bagan, du côté du Beitar Jérusalem. Vous avez suivi de près les accords de normalisation. Dans quelle mesure, c'est-à-dire le choix du football, alors qu'on sait qu'Israël est aussi une puissance sportive dans d'autres domaines, le judo, la gymnastique, la voile. Pourquoi ce choix sur le football? C'est parce que ça rapporte plus d'argent ou il y a d'autres raisons qu'on ne connaît pas? Il y a, Mickaël, vous le savez, le football génère l'argent, est alimenté par l'argent. C'est ce qui a d'ailleurs motivé, bien évidemment, les deux
les deux hommes d'affaires, que ce soit Moshe Khogeg ou Hamad Ben Khalifa, c'est avant tout une question de business. Alors les deux hommes se sont partagés à parts égales le club de Beitar Jérusalem. D'ailleurs, dans le contrat, s'il venait à ce que ce contrat se passe mal, les Émiratis s'écarteraient d'eux-mêmes de cet accord, mais je dirais que l'argent a facilité bien évidemment cette transaction. L'argent aussi que peut générer toute cette normalisation, tout ce processus de normalisation peut faire naître, comme je vous le disais, des partenariats en matière agricole, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'économie, dans le secteur des bitcoins, dans lequel Moshe Khogeg excelle, puisque c'est un homme d'affaires avisé dans le monde de la high-tech. C'est dans ce secteur qu'il a fait sa richesse et sa fortune. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui a donc facilité cet accord entre le Beitar Jérusalem et Hamad Ben Khalifa. Alors, Jonathan, je voudrais vous poser une question. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et là, dans le cas précis, apparemment, on parle de dizaines, près de 120 millions de shekels qui auraient été déposés sur la table de Moshe Khogeg par le cheikh Hamad Ben Khalifa. Et on parle de 300 millions de shekels sur 10 ans, des sommes qui paraissent incroyables. Alors, j'allais droit au but, comme on dit dans le contexte actuel. Vous qui êtes un supporter du Paris Saint-Germain, est-ce que finalement, avec de telles sommes, est-ce qu'on peut espérer assister prochainement dans la Champions League à une demi-finale, par exemple, pour ne pas exagérer, entre le Beitar Yerushalayim et le Paris Saint-Germain? Waouh. Je pense qu'il faut, avant cela, penser à gagner le championnat israélien, penser à passer les barrages de la Champions League, penser à construire un club avec des bases assez solides. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'avec de telles sommes, ça suffit pour espérer rivaliser avec des grands clubs, ou alors on est encore loin des grands clubs qui sont parrainés par les Émirats, par le Qatar et les grands clubs qui se distinguent en Champions League? Pour vous donner un ordre, une échelle de grandeur, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est près de 600 millions d'euros de budget. Le Real Madrid, Manchester United, le FC Barcelone, c'est presque 1 milliard d'euros de budget. Le Beitar Jérusalem en est encore loin, oui. Mais est-ce que le Beitar, est-ce que ce rachat de parts va permettre au Beitar d'acquérir, de recruter des vedettes? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers dans le championnat israélien. On a vu d'ailleurs beaucoup de Français ces dernières années, y compris au Beitar, Gaëtan Varenne et Antoine Conté. Est-ce que ce rachat va permettre d'acheter des vraies vedettes? Il y a une volonté désormais de Moshe Khogeg de recruter surtout d'excellents internationaux israéliens. On pense à Ben Sahar qui a joué du côté de la J Auxerre, Omer Atzili qui a joué aussi, qui a évolué sous les couleurs de Grenade en Espagne, et certaines pépites aussi du football israélien, peut-être pas Manor Salomon, la star du Shakhtar Donetsk. Mais on parle aussi de l'arrivée d'un jeune joueur du côté du Maccabi Petah Tikva, Lior Abadi, qui rayonne en ce moment sur les terrains israéliens. Il y a surtout aussi une envie de Moshe Khogeg de structurer le club de manière assez professionnelle sur le calque des grands clubs européens, et d'amener surtout de ramener en Israël Jordi Cruyff,
qui était l'ancien manager général du Maccabi Tel Aviv, dont le nom aussi est susurré du côté du FC Barcelone dans le cadre des élections du côté du club catalan avec l'arrivée d'un nouveau président. C'est surtout la volonté, la priorité de Moshe Hogeg de ramener Jordi Cruyff, de ramener son réseau et de pouvoir ramener aussi au Beitar Jérusalem des joueurs étrangers de plus grande envergure que ce que l'on voit aujourd'hui en Liga Tal, du côté du championnat israélien. On peut se prendre à rêver d'arrivée de joueurs confirmés, pas des stars, pas comme le souhaitent certains joueurs du Beitar, où on a vu Mohamed Salah ou Neymar avec le maillot du Beitar Jérusalem. Non, on ne verra pas Mohamed Salah ni Neymar du côté du Beitar Jérusalem, mais on peut se prendre à rêver du côté de Jérusalem, du côté du Beitar, à l'arrivée de bons joueurs. Ben, merci Jonathan. Je pensais juste rendre hommage aussi à un joueur qui a bercé nos enfances respectives, Paolo Rossi, décédé hier, cette nuit. Oui. Voilà. Un mois difficile pour le football international. Maradona, Paolo Rossi. À l'âge de 64 ans, c'est très jeune. Merci Jonathan.